Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Au sommaire ce soir. Réhabilitation ou destruction, deux visions s'affrontent au conseil municipal de Haroué sur l'avenir de la Saintonge. Ce sera finalement la population de la commune qui aura le dernier mot lors d'une consultation. Pas encore de réforme fiscale de grande ampleur, mais un cap maintenu pour l'année à venir. Le budget 2025 du pays en hausse atteint 170 milliards de francs, mais il est contraint par les dépenses de personnel et par la dette. Explication dans quelques minutes. C'est un mélange surprenant mais réussi. Du vin à la vanille est désormais proposé au Fénois. Commercialisé depuis une semaine, il est le fruit d'une collaboration entre un vigneron d'Aquitaine et un jeune couple de Polynésiens. Nous en avons goûté pour vous. Que va devenir la Saintonge, bâtiment historique de la ville de Haroué? Malgré la proposition de l'État et du pays pour la rénover, une partie du conseil municipal s'y oppose. Faute de terrain d'entente, les habitants de la commune seront consultés pour décider de l'avenir de cette vieille bâtisse de 132 ans. Elle trône fièrement à Haroué depuis 132 ans. Loin de l'élégance d'antan, la Saintonge laissée à l'abandon est aujourd'hui rongée par les termites. Mais depuis l'offre financière de l'État et du pays pour rénover la vieille bâtisse, les avis sur son sort sont partagés. Si la majorité avait voté pour sa destruction, l'opposition défend sa réhabilitation. L'opposition que nous sommes a d'abord voulu expliquer à plusieurs reprises que ce projet de réhabilitation, de rénovation de la Saintonge pouvait permettre aussi de faire de l'économique, puisque rénover cette vieille dame, qui je le rappelle a plus de 132 ans, c'est aussi l'occasion de former des jeunes au métier de la menuiserie, de la charpente. Et on ne comprend pas l'obstination. Je pense qu'il y a un véritable blocage aujourd'hui entre Jackie Briand et ses idées arc-boutées très arrêtées sur le sujet, maison coloniale qui peste contre l'État et le pays, qui ont décidé d'être partenaires de ce projet. Donc on a énormément de mal aujourd'hui à comprendre ce type de réaction. Dans les rangs de la majorité du Conseil, pourtant, on voit d'un mauvais œil l'intervention des autorités pour reconstruire le bâtiment à l'identique. Ceux qui aujourd'hui manifestent leur opposition de manière polémique, ils ont oublié de dire que ça fait 20 ans qu'ils étaient dans la majorité. Aucune inscription budgétaire, aucune sensibilité à vouloir classer ce bâtiment. Que ces personnes, tout d'un coup, reviennent à la raison et trouvent subitement qu'il y a sujet à discussion autour de ce bâtiment. Au nom de quoi un administratif aussi représentant de l'État veuille nous faire la morale sur une décision qui a été prise de manière démocratique. La seconde chose, ils sont revenus à la charge pour nous dire on vous mettra 80% des dépenses. Mais moi je ne suis pas acheté. Je ne suis pas à acheter. C'est pas parce que tu vas me donner des millions que je serai convaincu que la situation qui est celle-là. Face à l'impasse, la mairesse de Haroué propose de laisser le dernier mot à la population. Je respecte l'avis de chacun, mais à un moment donné, lorsque je vois que les avis sont partagés, eh bien voilà, on remet entre les mains de la population et la population décidera. Bien sûr, avec des informations comme il se doit, à savoir toute l'historique de la Saintonge, avec une participation de l'État et du pays à hauteur de 80%, si effectivement on doit rénover, voire reconstruire la Saintonge, et je remercie au passage l'État et le pays, ou alors, bien sûr, toute l'historique de ce lieu avant la construction de la Saintonge. Dans un mois, les habitants pourront se prononcer et se positionner sur l'avenir de la vieille bâtisse. Le ministère de la Culture devrait mettre à la disposition du public une rétrospective sur l'histoire de la Saintonge, mais aussi sur la place avant l'arrivée de la structure. Il est arrivé in extremis dans les mains des élus de l'Assemblée. Le projet de budget primitif du pays pour 2025 est en hausse de 5,7 milliards par rapport à l'an passé, avec des recettes fiscales en progression, tout comme les dépenses de fonctionnement. Au rang des charges, la masse salariale et la dette pèsent toujours plus lourd. Athéna Milcam, Esther Cuneo. Le rapport d'orientation budgétaire l'annonçait. Le gouvernement maintient son cap en 2025. Dans les comptes, cela se traduit par une hausse du budget primitif qui passe de 164 milliards de francs à 170 milliards l'année prochaine. En fonctionnement, les recettes progressent de 3,4 milliards, une augmentation liée en partie à la progression estimée des recettes fiscales de plus de 3 milliards pour atteindre 128 milliards de francs.
L'évolution tient compte du rendement attendu des nouvelles mesures fiscales, comme la hausse de la TVA de 5 à 16% sur les produits sucrés. Une mesure phare du gouvernement afin de lutter contre la consommation de ces produits nocifs pour la santé. Et si cette fiscalité nutritionnelle est censée contribuer à la réduction des dépenses de santé, elle devrait surtout rapporter 800 millions de francs à l'importation et 1,6 milliard pour les produits fabriqués localement. En contrepartie, les produits originaires d'Océanie se verront appliquer un taux réduit à l'importation. Et comme annoncé par le ministre de l'Économie, les frais de notaire seront réduits et les droits de publicité foncière supprimés. Sans surprise, les dépenses de fonctionnement pèsent lourd dans ce budget, 126 milliards de francs, en progression de plus de 3 milliards. Des dépenses qui représentent près des 2/3 du budget dans la masse salariale, qui grimpe de 700 millions pour atteindre 35 milliards. Ou encore l'annuité de la dette, soit 17 milliards 3, que le pays doit rembourser en 2025. Objectif phare du gouvernement, le contrôle de la masse salariale figurée dans les promesses de campagne du Tavini, un exercice difficile à mettre en œuvre. Et les lois fiscales de ce budget primitif seront examinées à la loupe lundi en commission à l'Assemblée. Du côté du CESEC, les représentants ont rendu un avis favorable ce matin sur le nouveau statut de marin-pêcheur. Congés payés, cotisations sociales ou encore formation professionnelle. Selon les membres du Conseil, cette réforme présente des avancées notables pour la profession. Les détails avec Désiré Taïvao. Le 10 octobre, les pêcheurs côtiers et hauturiers manifestaient dans la rade de Papeete pour contester la réforme du statut de marin-pêcheur portée par le pays. Mais à la suite de plusieurs réunions de travail avec le gouvernement, les représentants des armateurs de la pêche hauturière ont finalement trouvé un terrain d'entente. Les différents points d'achoppement, notamment sur la question des cotisations, ont été levés. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la vie d'un marin-pêcheur. Déjà, c'est le congé. Aujourd'hui, les marins seront mieux rémunérés, donc ils pourront prendre des congés. C'est quelque chose qui était vraiment important pour nous, aussi les cotisations. On peut espérer aujourd'hui que nos marins-pêcheurs aient une meilleure retraite, en tout cas, une meilleure couverture sociale. De leur côté, les 51 membres du CESEC ont rendu un avis favorable à l'unanimité sur la réforme du statut de marin-pêcheur. L'institution souligne que ce nouveau statut apporte une sécurisation de la profession tout en garantissant une meilleure équité sociale, même si des ajustements devront être apportés, notamment pour les pêcheurs côtiers. Dès lors, ils sont deux à bord, le deuxième, forcément c'est un lien de salariat, automatiquement ils doivent aussi être assujettis au statut actuellement. Donc, il y a eu cette décision de pouvoir peut-être proposer un autre statut propre à la pêche côtière. Quant à la réforme du statut des pêcheurs côtiers, une première version devrait être rendue d'ici juin, selon le ministre des Ressources marines. Et on revient sur le déplacement du ministre de l'Agriculture à Rayatea. Son objectif, évaluer les projets cofinancés par l'État pour structurer la production et renforcer la commercialisation des produits locaux. Une aide de près de 900 millions de francs. René Moufat a suivi la tournée pour nous regarder. La tournée débute au domaine Boubé-Barrier à Outouroi, une zone agricole axée sur l'aménagement multifonctionnel, 73 hectares dédiés à l'agriculture bio, 41 hectares en ressources forestières, une véritable opportunité pour les exploitants. Là, je crois que je dois être à 4000 m² de maraîchage, de superficie. Du coup, j'ai implanté en même temps du vivrier à l'intérieur. Après, au fur et à mesure, la transformation, histoire de pouvoir valoriser mes produits. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le domaine entier soit bio, et que les agriculteurs qui prennent les parcelles soient obligés soit d'être déjà bio, soit de se convertir dans les 3 ans qui suivent. Et ça, pour l'avenir de la Polynésie, je trouve que c'est un atout. La délégation s'est ensuite rendue à Hamois, dans la commune de Taptapuatea, pour inaugurer le hangar de transformation du bois, valorisant la filière bois et les essences locales. C'est une structuration en fait, de notre filière, aussi bien du farapou jusqu'à la transformation. Donc là, ici, on est sur le hangar de la commune de Hamois, sur la transformation du bois pour en faire du bois de palette ou du bois de construction. Et ensuite, on ira également sur les sites d'agrotransformation, cette fois-ci pour transformer nos produits vivriers. Ce sont des projets structurants qui répondent en fait à la souveraineté que nous souhaitons alimentaire du pays.
Au domaine de Faroua, la délégation a exploré les usages multifonctionnels des terres, aménagement d'une zone d'élevage bovin et porcin, création d'un abattoir et mise en place d'un nouveau réseau hydraulique, des projets cofinancés par l'État à hauteur de 50%, soit un total de 878 millions de francs. L'objectif, c'est évidemment de développer l'île de Rayata, de donner effectivement des perspectives aux agriculteurs locaux, mais également de structurer les filières agricoles en amont, mais aussi en aval, et bien sûr d'assurer la souveraineté alimentaire et puis la transition agro-environnementale de la production agricole. La délégation a également rencontré les professionnels du CFPA de Faroua, un maillon essentiel dans le développement agricole local. On met énormément de moyens matériels pour justement leur apporter tout le savoir nécessaire pour qu'ils puissent ensuite être les futurs producteurs de la Polynésie. La visite s'est poursuivie dans les 3 ateliers d'agrotransformation de Taptapuatea avant de se conclure au site de stockage portuaire d'Outuroa, essentiel pour l'exportation des productions locales. Après 3 années de tests et à un mois des fêtes de fin d'année, 2 premières cuvées de Saint-Émilion à la vanille arrivent sur les tables du Fénois. Le produit découle d'une collaboration entre un vigneron de métropole et un couple de jeunes Polynésiens. Ils espèrent susciter la curiosité. Laure Philibert et Naya Bennett les ont rencontrés. C'est une alliance inattendue, celle du vin et de la vanille de Tahiti. Tout est né ici dans les vignobles d'Aquitaine, où 2 étudiants du Fénois s'initient à l'œnologie. Alors c'est vrai qu'on a passé 6 ans d'études à Bordeaux. Ça nous a permis déjà de découvrir le vignoble, d'en apprendre plus sur le monde du vin. Et pendant nos années d'études, on a aussi fait des études d'œnologie, donc on s'est formé. Et ça nous a permis, grâce au savoir-faire du vigneron, donc du château La Fleur-Morange, de proposer un vin qui est équilibré. Et ça nous a demandé beaucoup de mois de travail, d'échanges, de collaboration sur place. Donc tous les deux on allait au domaine et on faisait les chimistes en fait. Donc on faisait des tests pour créer la cuvée parfaite, équilibrée. C'est l'oncle de Honoar I, vanilliculteur à Moorea, qui fournit les gousses de cette première cuvée. Sceptique au départ, il s'est laissé convaincre en découvrant le produit fini, 2 vins à déguster avec modération. Bon, c'est toute la technicité du vigneron. On ne connaît pas la recette, il garde jalousement sa recette. Mais effectivement, la vanille ne prend pas tout de suite le dessus, qu'on dit. Donc c'est après que la vanille explose. Sans saveur. Ouais. La vanille ne prend pas tout de suite le dessus du vin. Donc le vin, garde ses propriétés, mais après la vanille vient en supplément. Commercialisées à Tahiti depuis une semaine, les 2 cuvées de Saint-Émilion La Fleur-Morange ne sont pour l'instant vendues qu'au Fénois. Alors nous avons 2 cuvées, la Teata qui n'a pas la gousse dans la bouteille mais la vanille infusée. Donc c'est vraiment une cuvée comme le nom le porte, c'est Teata, c'est selon la prononciation c'est le rire, le nuage, et aussi c'est Aata, c'est le rejet de la vanille, c'est la liane. Donc sur cette cuvée c'est quantité limitée, donc édition limitée. Il y a la gousse à l'intérieur qui a été fendue en 2 pour exploser vraiment les arômes de la vanille. Et Teono, pourquoi? Parce que c'est le lien, tout simplement, ça fait du sens. Il y a le lien entre le vin, entre la vanille, donc 2 produits d'exception. S'il conquiert le cœur des Polynésiens, le couple espère partir à la conquête du marché international. Autre originalité, donner son sang en musique. L'expérience est proposée pour la 2e fois au conservatoire de Tiperoui. De quoi faire oublier l'angoisse de la piqûre pour certains, comme l'a constaté Laure Philibert. C'est un concert pas comme les autres qu'accueille le grand auditorium du conservatoire. Ces musiciens jouent devant un public de donneurs de sang. Un concept qui attire les foules et qui ferait presque oublier la peur de la piqûre. C'est moins stressant, je trouve que ça apaise aussi. Tu es plus calme quand tu donnes ton sang, le temps d'attente est moins long du coup. Ça permet de découvrir un peu le jazz, découvrir même aussi les instruments aussi, le piano, le violon, le violoncelle. C'est ma fille qui m'a dit ce matin qu'il y avait le don du sang. C'est pas mon genre de musique, mais c'est bien la musique, comme ça apaise bien. Ça change du contexte de travail habituel. Et puis pour les donneurs, ça permet de les relaxer un petit peu, que leur attention soit portée sur autre chose que sur un geste des fois qui peut être un petit peu douloureux pour certains, mais
Globalement, ça fait pas trop mal. Puis nous, ça nous permet aussi de découvrir, de sortir de l'hôpital, de découvrir le conservatoire et de rencontrer les musiciens aussi qui viennent à nous, quoi. Une vingtaine de professeurs se sont portés volontaires pour faire découvrir des œuvres, dont 200 d'un côté, partage musical de l'autre. Ce cadeau mutuel fait le succès de l'opération. Jouer à destination de personnes qui dansent ou alors à destination de gens là qui donnent leur sang, ça a toujours un sens. Et pour nous, c'est fondamental. C'est pas comme jouer pour un simple concert où les gens vont juste écouter. Là, il y a quelque chose de supplémentaire, quelque chose pour moi qui est encore plus agréable. Moi j'ai voulu faire des balades de jazz avec Samuel Magotte, mon comparse, professeur de piano. Et puis donc voilà, donc il y a un côté assez soft, assez doux, assez sucré. Ce sont des gens qui sont généreux, qui sont solidaires, qui sont conscients que la musique c'est un privilège, mais pas seulement. C'est quelque chose qui relie les gens les uns aux autres. Et on dit que généralement, les collectes de sang en musique, ça donne un meilleur sang. Donc tous ceux qui vont pouvoir y avoir accès seront forcément guéris, ou en tout cas on l'espère. Le centre de transfusion sanguine et le conservatoire espèrent reconduire l'opération chaque année. On s'intéresse maintenant au padel. Ce mélange de tennis et de squash ne cesse de prendre de l'ampleur sur le territoire. Et cette semaine, l'AS Phoenix organise le tournoi U-Padel Cup et inaugure 4 nouveaux terrains couverts pour l'occasion. Les précisions avec Olivier Huc. L'émergence mondiale du padel est arrivée en Polynésie et les terrains ne cessent de fleurir sur le Fénois. Le nombre de pratiquants également, preuve en est ce nouveau tournoi organisé pour inaugurer les terrains couverts de l'AS Phoenix, la U-Padel Cup. Les inscriptions limitées à 200 chez les hommes et 100 chez les femmes se sont clôturées en quelques heures seulement. Les hommes s'étaient bouclés quasi en 2h30, 3h après l'ouverture et les femmes ça a été dans la journée, mais c'était très rapide. Oui. C'est vraiment un sport qui est en plein développement en Polynésie française et qui est vraiment, j'allais dire, qui est important dans sa convivialité, dans ce partage qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est ce qui permet en fait aux uns aux autres de se rencontrer et de partager de bons moments. Une convivialité partagée par le millier d'adhérents qui profitent du tournoi pour se challenger et s'amuser. J'ai commencé il y a 11 mois et c'est pas facile. C'est pas facile parce que je sors du tennis, mais il y a du fun, c'est agréable. Et avec le monde qu'il y a à Phoenix, franchement, on arrive à avoir des jeux avec tout le monde, des gens qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Et c'est cool. Une minute de silence a précédé l'ouverture officielle du tournoi puisque le fondateur de l'AS Phoenix, Sylvain Jouan, est décédé dans la nuit à l'âge de 93 ans. Oui, il nous a quittés hier soir. Il a fondé le club Phoenix en 1977, donc ça fait plus de 30 ans je pense. Et il a mis toute son énergie pour bâtir ce club. Donc il est parti de rien. Donc ils ont acheté des terrains sur Punaouia et ils ont construit ce grand complexe. Un complexe que le fondateur aura vu s'agrandir avec ses 4 nouveaux terrains indoor qui auront été construits sur 8 mois pour près de 200 millions d'investissements. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le festival Taupiti Arieuil a fait la part belle au tapa au musée de Tahiti et des îles. L'événement s'était terminé par la présentation d'une étude de préfaisabilité sur le potentiel économique de cette filière. Les explications dans ce reportage de Mathei Toutave. On ne la présente plus. Cette chef d'entreprise et artiste rêve de redonner ses lettres de noblesse au tapa de Tahiti. Hinatea Kolombani a tout naturellement piloté une étude de préfaisabilité sur la filière du tapa à Tahiti. Lancée par l'Agence française de développement, cette étude offre des perspectives encourageantes. Je savais qu'Hinatea avait l'ESS dans ses statuts et donc de lancer la création, l'étude, la préfaisabilité d'une filière tapa, donc sur les arts traditionnels, du planteur jusqu'à la vente, sous le prisme de l'ESS, c'est-à-dire dans un modèle où chacun gagne le juste revenu sur sa contribution à la production finale. Donc le tapa pour moi c'était pas une filière, c'est vraiment la rencontre avec l'AFD, avec Mounia, qui m'a dit écoute, il faudrait quand même le réfléchir maintenant en filière sous différents aspects justement, la médiation culturelle, la plantation, les plantes tinctoriales, etc. Et en Océanie, la qualité des tapas, en tout cas de la ressource, diminue.
Et donc c'est vraiment important pour nous Polynésiens maintenant de sortir notre carte et d'y aller franco, d'aller sur des ressources propres. Le tapa est surtout fabriqué en quantité à Samoa, à Tonga, Wallis et Futuna ainsi qu'à Fidji. Mais aujourd'hui, Tahiti pourrait bien se démarquer par sa qualité ainsi que ses motifs traditionnels. Pour preuve, cette œuvre d'art intitulée Taura est une pièce unique fabriquée par Hinatea et son conjoint Moe. Elle a tapé dans l'œil de la Fondation Cartier qui souhaite en faire l'acquisition. Il y a une opportunité pour la Polynésie française de tirer son épingle du jeu en matière de qualité et un marché énorme. Nous, notre agenda, il est booké jusqu'en 2029 pour des expositions. Et clairement, on y va. Hein. Donc, le soleil brille pour tout le monde et il faut vraiment qu'on avance. Il faut que notre va avance. La balle est désormais dans le camp du gouvernement. La suite logique serait de mener une étude de faisabilité. Mais Hinatea et son conjoint n'ont pas attendu. Ils ont commencé par planter des dizaines de plants de haute, le mulier à papier, qui est l'une des matières premières du tapa. On termine ce journal par une bonne nouvelle. Vous êtes peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante du tirage Euromillions du 15 novembre. La Pacifique des Jeux recherche activement la personne qui a remporté les 100 millions de francs. Pour rappel, le gagnant ou la gagnante a 60 jours à compter de la date du tirage pour se présenter au Phare Loto et récupérer son gain. Et c'est sur cette annonce que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi sur TNTV. Et juste après Initiative Fais-nous le doc, voyez les 2 films de ce mercredi, Mathilda puis Inferno. Belle soirée à tous sur notre antenne. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.